Avril 2000. L'un des papes du séquençage du génome humain, Craig Venter, publie dans la revue Nature les résultats de ses recherches. Quelques heures plus tard, l'action de Celera Genomics, la société qu'il dirige, grimpe de 25%. Il n'y a pas à dire, publier dans une revue scientifique, c'est bon pour le business. Mais qu'est-ce que c'est précisément une revue scientifique? Pour en reconnaître une, c'est simple, on n'y comprend rien. Pas même les titres des articles qui sont du genre « Les histones déacétylases inhibiteurs diminuent la neurodégénération polyglutaminique dépendante chez la drosophile ». Autant dire que tout cela s'adresse plutôt aux scientifiques. En théorie, le but de ces revues, c'est de faire circuler l'information, de favoriser la mise en commun des connaissances entre chercheurs. Ça marche comme ça. Disons que je suis un jeune chercheur plein d'enthousiasme et que je viens de découvrir une nouvelle forme de vache naine arboricole dont l'existence avait échappé jusqu'à présent à la vigilance de mes confrères. Je mets ma découverte par écrit et je l'envoie aussi sec à la revue Nature, la grande revue généraliste dans laquelle le service de communication est le plus actif pour faire mousser les articles. Elle commence par écarter 90% des articles qu'elle reçoit. Ce qui reste, elle les confie à 3 référises, c'est-à-dire des spécialistes reconnus de la discipline concernée, chargés d'évaluer l'intérêt et la pertinence du travail présenté. Selon leur avis, la revue va accepter l'article, demander des corrections à l'auteur ou bien le refuser carrément. Pour garantir l'indépendance de ces spécialistes et éviter les politesses et autres renvois d'ascenseur, les commentaires sont anonymes. Moi, j'ai eu de la chance. Tout le monde trouve que ma vache naine est formidable. Hollywood veut en faire un film avec Bruce Willis dans le rôle de moi. En attendant, grâce à la publication dans Nature, d'autres chercheurs vont pouvoir rebondir sur mes résultats, les utiliser dans leurs propres travaux. Enfin, ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, ça n'a plus grand-chose à voir. En pratique, le chercheur est engagé dans une course sans fin pour prouver sa valeur à ses pairs, ses employeurs et ses sponsors. Pour ça, une seule solution, publier dans les journaux scientifiques. Publier ou périr, tel est le destin du chercheur moderne. Mais attention, encore faut-il publier au bon endroit. Car toutes les revues scientifiques ne sont pas égales entre elles. Il y en a 3 grandes. Science, Nature et The Lancet. Quelques centaines d'autres font encore bonne impression sur un CV. Et puis il y a les autres, on ne trouve même pas dans la salle d'attente des dentistes. Lors de l'examen de son dossier par un organisme comme le CNRS en France, ou comme le Max Planck Institute en Allemagne, ça donne ça. Un article chez Review of Modern Physics, bien, 13,44 points. Un autre chez Advanced Materials, 4,96 points. Un autre encore dans Nature, bingo, 99 points. Si Nature, Science et The Lancet sont l'objet de toutes les convoitises, c'est tout simplement parce qu'elles possèdent les plus forts coefficients multiplicateurs de cette équation infernale créée dans les années 60. Ce système, qui gère plus de 100 000 revues, ce qui donne plusieurs millions d'articles par an, conduit à bien des dérapages. On voit des chercheurs saucissonner leurs résultats pour obtenir plusieurs publications au lieu d'une. Ou bien des référises retarder volontairement des publications qui entrent en concurrence avec leurs propres recherches. Il arrive que des chercheurs pratiquent la fuite en avant. Un clinicien universitaire allemand, Friedelm Hermann, a publié 347 articles, bien joué, dont un quart a récemment été reconnu comme contenant des données carrément fausses. Ça fait froid dans le dos quand on connaît le domaine de recherche de l'universitaire en question, les mécanismes du cancer. Peu à peu, les grands journaux sont devenus des marques, des logos prestigieux intégrés à de grands groupes de communication, comme Elsevier. Près de 100 revues et plus de 2 milliards de bénéfices en 1997. Tout ça ressemble plus à une partie de Monopoly géant qu'au vieil idéal d'une science désintéressée au service de l'homme. Maintenant, quel autre système proposer en remplacement? C'est-à-dire que... Quand vous aurez trouvé mieux, faites-nous signe.